Bonjour et bienvenue à cet épisode du Devoir des Anneaux, le 10e déjà, où la délégation olympique du Devoir livre quelques minutes de frénésie des Jeux sur le coup de midi. Ici Valérie Duhem avec Carl Rétino-Parazelli, bonjour. Salut Valérie. Et Stéphane Maillargeon. Bonjour. Aujourd'hui au menu, les Canadiennes en quête d'un 5e titre olympique d'affilée au hockey, le 1% des Olympiques et les plus débalancés des athlètes. Après 2 titres olympiques acquis à Vancouver, puis Sochi, la bobeuse canadienne Kaylee Humphries est montée sur le podium, mais pas sur la marche qu'elle souhaitait, avec sa freineuse Felicia George. Elles ont réussi le 3e chrono de l'épreuve, donc une médaille de bronze, somme toute un résultat assez... Pas si mal. Ben oui, Quand même, c'est elle est respectable. montée au classement là, pour obtenir ce bronze. Exactement. Au curling, les Canadiennes rateront le podium pour la première fois depuis l'arrivée de l'épreuve aux Jeux olympiques. Même s'il leur reste encore un match à jouer, leur fiche ne leur permettra pas de participer au tour éliminatoire. Ça, c'est une grosse déception. Les hommes, C'est la toutefois... première fois, je crois, hein, dans l'histoire Oui, la première fois. du curling. Les hommes, toutefois, eux, ont assuré leur présence en demi-finale grâce à une victoire contre le Danemark. Ça porte leur fiche à 6 victoires et 3 défaites, donc ils avancent dans le tournoi. Au hockey, maintenant, l'absence de joueurs de la Ligue nationale de hockey n'aura peut-être pas rendu le tournoi olympique plus excitant, mais certainement que la hiérarchie mondiale a été secouée. Les Américains ne seront pas du podium cette année, c'est officiel. L'équipe de la République tchèque les ont éliminés en quart de finale. La rencontre s'est conclue en tir de barrage. Les athlètes olympiques de Russie ont aussi confirmé leur place en demi-finale en éliminant les Norvégiens et les Canadiens également, qui sont passés au tour suivant en battant la Finlande 1-0. Ouais, attention aux Tchèques d'ailleurs, ils ont battu le Canada en ronde préliminaire. Si on avait une équipe Cendrillon à identifier, peut-être que ce sera elle. Bien oui, puis eux ont bénéficient en fait de l'absence des joueurs de la Ligue nationale. De la Ligue nationale, oui. Et bien entendu, si vous ne l'avez pas vu, ça vaut vraiment la peine d'aller revoir la victoire du Canadien Brady Lemon à l'épreuve de ski cross, cette espèce de derby sur ski. Je trouve ça extrêmement spectaculaire. Ouais. Le Canada comptait un autre représentant en finale, Kevin Drudy. Lui, il a chuté après un contact avec l'athlète russe. Et l'athlète russe, lui, s'est faufilé jusqu'à la fin de la course et a remporté donc la médaille de bronze. Grosse victoire quand même pour Brady Lemon. Encore une fois, ça vaut la peine d'aller voir ça. C'est Sport très très spectaculaire. spectaculaire. Ouais, Oui. vraiment. De plus en plus de pays sont représentés aux Jeux olympiques, même d'hiver. Les Jeux de Pyeongchang sont d'ailleurs les Jeux d'hiver les plus peuplés, avec 92 comités olympiques participants, dont le Kosovo, la Malaisie, le Nigeria et l'Érythrée, qui y sont pour la première fois. Mais Stéphane Maillargeon, cette statistique-là en cache une autre. Oui, elle cache en fait une inégalité mondiale, mais en fait, comme les Olympiques ou le sport, disons-le, le système sportif là, mondial est inégalitaire, comme tous les autres, en fait, hein, comme le système universitaire, par exemple. Et donc, dans ce cas, ben, il faut le reconnaître. D'abord, l'argent, ensuite, les installations, et puis finalement, Le climat, tout simplement. le climat font que, aux Jeux d'hiver, évidemment, il y a des inégalités. Le Nord est surreprésenté, c'est presque naturel, ce sont des pays de neige, mais il y a plus que ça là, qui explique les disparités. Et les disparités sont importantes. Alors, quand on fait le total de toutes les médailles là, hivernales et estivales, on se rend compte qu'il y a 5 pays qui accumulent à peu près 40% de tous les gains, de tous les podiums. Puis, il y a une centaine de pays qui ont soit une seule médaille pour une trentaine, soit aucune médaille pour environ 70. Bon, là-dedans, il y a des pays minuscules, là, des îles du Pacifique, là, dont on oublie le nom. Mais, Des pays qui sont là plus pour participer qu'avec des réels espoirs de médailles. C'est ça. Donc, on se retrouve avec des situations là, où une dizaine de pays ont déjà accumulé plus de 500 médailles dans l'histoire des Jeux moderne, là, depuis 1896, et une centaine de pays, donc la moitié des pays du monde, qui en ont soit aucune, soit une seule. Et il y a des pays comme ça dans la liste qui sont un peu surprenants. On parlait hier du Danemark, là, qui pourtant est un pays scandinave avec des voisins plutôt compétitifs. Oui, et très sportif. Et là, on se retrouve en Scandinavie, c'est peut-être le coin du monde le plus fascinant pour toutes les Olympiques, mais en particulier pour les Olympiques d'hiver. Alors, la Norvège, c'est un pays phénoménal. C'est fabuleux. Écoutez, c'est comme si on prenait le Québec, qu'on retirait la population de Montréal, puis qu'on créait le champion mondial, toute catégorie pour les Jeux d'hiver. Alors, la Norvège accumule les médailles par centaines et devance même des méga puissances comme les États-Unis ou l'URSS, maintenant la Russie. J'ai calculé aussi que 2 Norvégiens qui viennent de remporter là, des relais en ski de fond ont gagné autant de médailles
dans leur carrière que le Canada pendant les Jeux de Pyeongchang jusqu'à maintenant. Et par ailleurs, c'est ça, le Danemark a une seule médaille en curling à Nagano. C'est assez étonnant, effectivement. Oui, c'est à se demander si la Norvège n'a pas une culture où le sport est plus valorisé. Sans doute qu'il doit avoir quelque chose qui est très enraciné. Il faut faire des analyses plus fines parce que les statistiques que je viens de donner là, sont injustes, en fait, parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte pour faire des classements plus importants, plus valable, par exemple, la population du pays, la richesse du pays, le PIB, par exemple, par habitant. Et quand on fait ces exercices, il y en a qui l'ont fait, on se retrouve avec des classements un peu différents. Mais la Norvège sort toujours quand même du lot. Alors, on a des pays où le sport est une activité très spécialisée. Les États-Unis, on le sait, ont fait de leurs universités les centres de production d'excellence dans tous les domaines, y compris sportifs. Ce pays qui est réputé obèse, quand même, il faut le dire. Depuis 40-50 ans, il y a une épidémie d'obésité dans ce pays. Produit des sportifs en quantité, des sportifs de qualité, en quantité assez impressionnante, jusqu'à dominer le classement mondial. Par ailleurs, c'est ça, on peut considérer l'Inde, qui est quand même le pays avec la deuxième population mondiale, la 11e puissance économique, qui, elle, n'a accumulé que 28 médailles dans tous les Jeux et aucun aux Jeux d'hiver. Donc, c'est le contraire de la Norvège. Il y a probablement des facteurs culturels, mais j'ai lu là aussi, il y a même des études sérieuses qui tentent d'expliquer pourquoi l'Inde est un nain olympique. Hein. Et finalement, les experts ne s'entendent pas sur un seul facteur. Peut-être parce que le yoga et le cricket ne font pas partie des disciplines olympiques. Bonne raison, c'est ça. Oui, c'est vrai. Le cricket, on l'attend. On l'attend, on l'aimerait bien. Oui. Le Canada ferait peut-être pas bonne figure au premier jeu. Non. À la crosse, on serait peut-être bien. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. Aujourd'hui, la personnalité du jour n'est pas tant une personne qu'une demi-personne. On souligne le travail admirable de la moitié gauche des patineurs de vitesse courte piste. Après des années d'entraînement intensif pour se perfectionner dans un sport en particulier qui parfois propose des mouvements variés, mais des fois c'est des mouvements plus restreints qui sont répétés à l'infini, les athlètes ont une musculature qui est bien sûr adaptée à leur sport et qui s'adapte aux qualités athlétiques qui sont nécessaires pour bien réussir dans le sport. Ça implique souvent un débalancement musculaire. Par exemple, les joueurs de tennis ont un bras, le bras dominant, qui est beaucoup plus fort, celui qui frappe, qui tient la raquette et qui frappe la balle. Même chose pour les joueurs de baseball. Un nageur de papillon, par exemple, peut avoir le haut du corps très développé, mais des jambes moins fortes parce que le mouvement de jambes commence au bassin. C'est normal, les athlètes travaillent sur ces différences-là, ils essaient de les accentuer. Mais dans le cas des patineurs de vitesse courte piste qui passent leur carrière à tourner à gauche et juste à gauche, le débalancement est plus marqué, mais aussi plus impliquant physiquement. Vous observerez une course. Pendant un tour, le patineur est à la verticale complètement pendant environ 4 enchaînements de pieds, tandis que tout le restant du tour, il est penché vers la gauche, parfois beaucoup, parfois moins. C'est environ le 3/4 des enchaînements de pieds qui se font pencher. Ça fait qu'en général, les articulations sont plus fortes à gauche, plus souples à droite. La cuisse est plus grosse à droite et selon des études, on parle de plus d'un demi-centimètre de diamètre. C'est pas mal. Wow. C'est beaucoup même. La moyenne était 0,60 cm de différence. Mais les muscles du bas du dos sont plus saillants à gauche. Le muscle vaste médial, c'est celui-là, le muscle juste en haut du genou, est beaucoup plus gros à droite qu'à gauche aussi. Parce que la droite pousse, c'est ça? Parce que la droite pousse et la gauche retient, stabilise. Dans la vie de tous les jours, les patineurs courte piste ne marchent pas croche, c'est pas si exagéré que ça. Mais la plupart d'entre eux remarquent que quand ils s'adonnent à d'autres sports, ça devient vraiment problématique. En fait, tous les sports qui impliquent un déplacement vers la droite. En général, ils peuvent être plus sujets aux blessures et même dans des situations du quotidien, c'est un problème et une qualité, en fait, que les entraîneurs doivent essayer de maîtriser le mieux possible parce qu'ils sont sujets à des blessures dans la vie de tous les jours. Courir pour attraper l'autobus, ça implique de tourner un peu à droite. Bien, une cheville est si rapidement abîmée. Hein? Donc, il faut à la fois muscler les bons muscles, mais aussi protéger ceux qui sont moins musclés, moins aptes à résister au stress. Exactement. Quand on pense aussi que les patineurs de vitesse dépassent 60 km/h, parfois la majorité du temps penchés à gauche, c'est le sport propulsé par le corps humain le plus rapide des Olympiques. Je pense que ça mérite une petite salutation
Oui, c'est assez fascinant. Merci pour tout Bravo, bravo la gauche. Et parlant de ça, Carl, il y a du patinage de vitesse courte piste qui s'en vient demain. Oui, demain matin, des épreuves individuelles. D'abord, on surveille Kim Boutin, Marianne Saint-Gelais et Valérie Maltais, qui vont prendre part aux 1000 mètres chez les dames. Également chez les hommes, le 500 mètres, avec entre autres le Canadien Samuel Girard, déjà médaillé à ces Jeux de Pyeongchang. Charles Hamelin, lui, a été disqualifié du 500 mètres dans les qualifications, comme ça a été le cas dans ses autres épreuves individuelles, donc il doit faire une croix sur ça à Pyeongchang. Par contre, il participera avec ses coéquipiers à la finale du relais masculin, le relais masculin canadien qui avait gagné l'or à Vancouver en 2010. Pas à Sochi, ça avait beaucoup moins bien été pour eux, donc ce sera à surveiller. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir certainement. En finale, on sait, avec ce qu'on a vu hier avec les dames, que tout peut arriver. Donc la journée de compétition en patinage de vitesse débute vers 5 heures, mais si vous voulez jeter un œil surtout au final, c'est à partir de 6 heures. Donc ça, c'est pour le patin de vitesse. Mais d'abord, ce soir, grosse soirée aux Jeux olympiques. En planche à neige, il y aura les premières médailles décernées à l'épreuve du Big Air, qui est la petite nouvelle cette année en termes d'épreuve. Encore une fois, c'est très impressionnant. Très impressionnant. Je vous rappelle que c'est donc un grand saut, comme le dit le mot Big Air. La Québécoise Laurie Blouin est en bonne position à l'issue des qualifications. Elle est en 4e place pour l'instant. Mais celle qui mène, c'est actuellement la championne du monde en titre et gagnante des derniers X Games, l'Autrichienne Anna Gasser. Donc cette Anna Gasser sera sans doute difficile à déloger, mais Laurie Blouin pourrait donc ajouter une médaille à son palmarès après avoir gagné le slopestyle la semaine dernière. La finale spectaculaire, on le présume, sera à suivre donc à partir de 19h30. Ce soir également du patinage artistique. Pour ceux qui aiment le patinage, c'est la toute dernière épreuve des Jeux. Conclusion de l'épreuve en simple chez les dames avec le programme libre. Dernière chance donc d'entendre Alain Goldberg. Oui, Alain qui... d'ailleurs, je vous invite à aller voir le reportage effectué par Rad de Radio-Canada qui entre dans les coulisses des Jeux et nous montre Alain sous... Le chuchoteur. sous une forme différente, c'est intéressant. Donc oui, dernière chance d'entendre Alain Goldberg et de voir la Canadienne Caitlin Osmond qui est présentement en 3e position, bien placée. Elle est derrière les deux Russes dont je vous parlais hier, la jeune Evgenia Medvedeva, 18 ans, qui est en 2e place, et la première, la très très jeune Alina Zagitova, 15 ans seulement. Donc ces deux-là sont à surveiller évidemment pour la dernière épreuve. Pour Osmond, ce serait une première médaille olympique en simple aux Jeux olympiques. Elle a gagné l'argent à Sochi et l'or à Pyeongchang, mais à l'épreuve par équipe. Donc ce serait un accomplissement intéressant pour elle. Le programme libre débute à 20h, mais les meilleurs évidemment passeront vers la fin. Et finalement, le match qu'on attend depuis le début des Jeux olympiques, depuis même des mois, si on se fie à la couverture médiatique des derniers mois, la finale de hockey féminin entre le Canada et les États-Unis. C'est devenu un grand classique parce que 5 des 6 finales olympiques de hockey féminin ont opposé les deux équipes depuis l'apparition du sport aux Jeux de Nagano. Ça, c'était en 1998. Donc, le match est tard, je vous préviens, ça débute à 23h. Mais si on se fie aux dernières finales, ça devrait valoir la peine. Pour le rappel, les Canadiennes vont être en quête d'un 5e titre olympique consécutif. On pourrait croire donc qu'elles ont l'avantage sur les Américaines. Mais si on se fie aux derniers événements internationaux, les Américaines ont gagné en fait les 3 derniers championnats du monde depuis les Jeux de Sochi et même les 4 derniers si on compte le championnat de 2013. Et plusieurs spécialistes du hockey font aussi valoir que les victoires que les Canadiennes ont remportées lors de matchs importants, ça s'est fait lors d'affrontements assez serrés et souvent des affrontements qui semblaient avantager les Américaines, dans lesquels les Américaines avaient l'avantage. Ça fut le cas, par exemple, à Sochi, quand les Canadiennes sont revenues de l'arrière pour l'emporter en prolongation. Donc là, peu importe les pronostics, ça va être une finale sans doute excitante. Donc on prend un petit café et on s'installe devant notre écran à 23h. Et au total, c'est encore une illustration des inégalités dans le monde du sport, puisque c'est le 1% du hockey féminin qui s'affronte. Toujours les mêmes en plus. C'est ça. En hockey féminin, quand les gars de la LNH sont là, des pays scandinaves et européens font bonne figure, mais là, en hockey féminin, c'est pas encore le cas. Non, pas du tout. Il n'y a pas de vraie compétition encore cette fois-ci. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Si vous avez un petit 15 minutes à occuper, je vous invite à aller voir sur la page Facebook du Olympic Channel qui propose un jeu de curling où on affronte le curleur norvégien Thomas Ulsrud. Vous vous rappelez peut-être pas en fait de son nom, mais peut-être vous rappelez-vous de ses pantalons
à motifs très, très Oui. extravagants. Oui, blanc, bleu et rouge. C'est l'équipe norvégienne qui porte souvent ça aux Jeux olympiques et c'est la marque de commerce des équipes dont il est le meneur, en fait. Bon, mais pour le jeu, grosso modo, on lance la pierre avec un clic, ensuite on balaie en cliquant autour des balayeurs. Personnellement, j'ai atteint la maison à 2 reprises. Bravo. J'étais, oui, assez fière. Si c'est la Vous partie... étiez habillé comment quand vous avez joué? J'ai gardé ça... Sobre? Oui, je suis restée Ok. sobre. Par ailleurs, si c'est justement la partie pantalon amusant qui vous intéresse plus que la partie jeux vidéo, sachez que The Guardian a publié le palmarès des meilleurs pantalons de l'équipe norvégienne pendant les Jeux olympiques à partir de Vancouver. Allez voir ça. Ah ouais. Ça, pourquoi pas. Ça doit être dans les teintes de bleu et de rouge, quand même. Toujours, par contre, à la Saint-Valentin cette année, ils ont porté un motif de cœur. Wow. Oui, thématique. Merci beaucoup, Carl Rétino. Merci. Merci, Stéphane. Merci. Merci à Félix Deschênes au son. On se retrouve demain midi.